Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, est le grand témoin de 64 minutes. Merci d'être avec nous en duplex d'Antananarive à Madagascar. Didier Reynders, vous participez au sommet de la francophonie. Un rendez-vous, on le sait, placé sous le signe de la croissance partagée. Mais Madagascar, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Est-ce que cela ne pose pas un problème ? Au contraire, je dirais que c'est vraiment le bon endroit pour voir comment on peut aider à ce que cette croissance devienne vraiment partagée. C'est l'agenda 2030 qui a été décidé l'année dernière et de dire maintenant comment dans la francophonie peut-on faire en sorte que l'on aide un certain nombre de pays qui connaissent des difficultés dans la répartition de la croissance. C'est évidemment le commerce international, c'est l'investissement, ce sont les échanges, mais au-delà de cela, c'est aussi un soutien dans la lutte contre le changement climatique. Ici à Madagascar, on le voit très bien dans le sud, qui souffre d'une sécheresse assez extraordinaire. On voit bien que c'est lié à cette évolution du climat. Donc comment peut-on intervenir dans des projets en matière d'énergie renouvelable, de gestion de l'eau, d'irrigation, pour faire en sorte que l'on puisse mieux partager cette croissance. C'est un enjeu pour le monde francophone, comme c'est un enjeu global pour toute la planète. Alors vous avez esquissé le sujet, Didier Reynders, le développement durable, il est aussi au cœur des préoccupations à Madagascar. Quelle réalité cela recouvre-t-il au juste ? Mais ça recouvre surtout le besoin dans un certain nombre d'États de la francophonie d'être aidés au-delà de ce que l'on a pris comme engagement dans la COP 21 à Paris et maintenant dans la COP 22 à Marrakech sur la façon d'exécuter toutes ces décisions pour tenter de lutter contre le changement climatique. Maintenant, il faut vraiment passer à des actions concrètes. Alors des actions concrètes, ça peut être par exemple comment aider à développer de l'énergie renouvelable dans des pays qui ont une capacité d'énergie solaire ou d'énergie éolienne ou d'énergie même hydroélectrique. Et on le fait dans des projets de coopération ou de développement en commun lorsqu'il y a une vraie capacité d'investissement de part et d'autre. La gestion de l'eau. La Belgique est très impliquée dans ce genre de secteur avec la capacité de distribuer de l'eau, de procéder aussi à l'assainissement. Donc vraiment une série de domaines qui sont primordiaux. Et puis le développement, bien entendu, de l'activité dans le pays même. Je pense à la transformation de produits, des matières premières, des ressources naturelles, qui au lieu d'être transportées à très grande distance, y compris dans nos pays d'ailleurs, dans le Nord, pour être transformées, peuvent être transformés sur place. Il y a un progrès dans ces différentes matières. La Belgique, par exemple, y contribue dans un domaine comme la transformation du cacao en chocolat. Il y a une vraie capacité dans certains pays de la francophonie de transformer sur place. Donc ce sont des choses très concrètes et pour lesquelles on tente de faire participer aussi l'ensemble de la population, c'est-à-dire les femmes, faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation, à l'éducation et puis au marché du travail, et faire participer les jeunes, parce que je trouve que c'est une très belle initiative de la secrétaire générale, Michaël Jean, dans l'organisation de la francophonie, de faire participer cette fois-ci des jeunes. Moi, j'étais très heureux de voir une jeune Belge s'exprimer lors de la conférence ministérielle avec beaucoup d'engagement sur la volonté de travailler ensemble. Alors vous dites égalité homme-femme, Didier Reynders, de nouveaux pays, de nombreux pays, y compris non francophones, postulent aujourd'hui à une adhésion à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On parle beaucoup aujourd'hui de l'Arabie saoudite. Qu'en pensez-vous ? Alors nous avons déjà une organisation très diversifiée. Moi je suis intervenu aujourd'hui sur le débat concernant la langue en disant on doit quand même faire en sorte de bien promotionner la langue française en coopérant entre pays francophones, en essayant de promouvoir le multilinguisme. Ce n'est pas une réaction contre d'autres langues. Et d'ailleurs un point particulier, faire en sorte qu'il y ait une bonne connaissance du français et une bonne participation des francophones dans les opérations par exemple de maintien de la paix des Nations Unies parce qu'elles ont souvent lieu dans des pays francophones. Alors quand on plaide pour cela, comment faire pour accueillir des observateurs ou des partenaires dans la francophonie ? On a accepté, par exemple, de voir venir l'Argentine, la Corée, l'Ontario dans les provinces canadiennes ou la Nouvelle-Calédonie. Pour l'Arabie saoudite, je crois que le dossier n'est vraiment pas prêt. Et donc nous avons demandé, à l'unanimité d'ailleurs, une évaluation par la secrétaire générale, qu'il y ait une mission sur place. Parce que finalement, on doit partager un minimum une volonté de promouvoir la langue française. On doit partager aussi un certain nombre de valeurs. Et la francophonie, c'est cela. C'est quand même mettre en avant les valeurs qui sont portées par l'organisation. Et dans le cadre de cette façon de mettre en avant les valeurs, travailler aussi sur le terrain économique. Et donc avec l'Arabie saoudite, la position unanime, en tout cas à l'échelon des ministres lors de la conférence ministérielle, était de dire le dossier n'est pas prêt, il faut vraiment une évaluation sur place avant d'imaginer, de voir si ce pays veut vraiment promotionner la langue française et puis si le partage des valeurs progresse. Didier Reynders, on a le sentiment que ces dernières années, la francophonie met
plus l'accent sur l'économie que sur l'aspect diplomatique, l'aspect politique. Selon vous, quel rôle doit jouer l'OIF dans les nombreuses crises qui frappent les pays francophones du continent africain ? Alors voilà, je dirais que c'est une bonne chose d'abord de vouloir ajouter la dimension économique, et notamment cette idée de croissance partagée dont on parlait, à ce qui faisait déjà la francophonie. Alors qu'est-ce qui faisait la francophonie ? D'abord, je le disais, la défense de la langue française, c'est quand même un élément important. On doit continuer à travailler. J'ai d'ailleurs fait une proposition, puisqu'on va être confronté au Brexit dans l'Union européenne, puisque les Britanniques ont fait le choix de sortir de l'Union européenne. Cette langue ne sera plus une langue officielle d'un des pays de l'Union. Mais comment les francophones vont-ils gérer cela au sein de l'Union européenne pour que la langue française ait une place importante, pas contre d'autres langues, à côté d'autres langues, mais malgré tout pour affirmer son rôle, notamment au sein de l'Union et dans les relations entre l'Union et les pays francophones du reste du monde. Et puis à côté de cela, on doit continuer à travailler, je disais, sur les valeurs et faire en sorte que l'état de droit, le respect des droits individuels, des droits humains, tout cela doit rester en première ligne. Et donc dans un certain nombre de pays aujourd'hui, on continue d'être très attentif à la situation en République centrafricaine, qui rejoint maintenant la table francophone après une longue période de crise, mais dans ce pays, on est encore très attentif à la situation. Mais à côté de cela, moi j'ai marqué très fortement l'accent sur la situation qui reste très compliquée au Burundi, en matière de respect des droits individuels, 350 000 réfugiés, même si certains commencent à revenir, mais également toute une série de violations de l'espace public, c'est-à-dire pas de vraie liberté de presse pour l'instant dans le pays, et un manque de dialogue. Donc on doit reprendre aussi à travers la francophonie la capacité de soutenir une demande forte de défense de l'état de droit et de défense aussi d'un dialogue qui fasse participer toutes les parties au Burundi. De la même manière, la République démocratique du Congo est dans une période de tension politique forte puisque des élections présidentielles auraient dû avoir lieu. Il y a un premier dialogue avec une partie de l'opposition. On a là aussi marqué très fortement l'accent, et c'est dans les conclusions de la conférence ministérielle, sur à nouveau le respect d'un espace public ouvert, un respect des libertés individuelles. Il y a quelques inquiétudes, c'est le moins qu'on puisse dire au Congo pour l'instant en la matière. Et puis l'ouverture d'un vrai dialogue plus large pour aller le plus vite possible vers des élections. Donc la francophonie doit rester très ancrée sur la volonté, bien entendu, de défendre la langue et la culture, mais la volonté aussi de défendre des valeurs que sont l'état de droit, le respect des principes démocratiques. Et quand il y a un problème dans un des pays de la francophonie, on doit le dire, ce qu'a fait la conférence ministérielle à nouveau aujourd'hui. Et puis l'on va alors vers le développement économique. Tout cela n'est pas incompatible, à condition que l'on garde à l'esprit chacun des éléments mis en avant dans l'espace francophone. Didier Reynders, à propos du Burundi que vous évoquiez, vous avez rencontré en début de semaine, lundi, pour être précis, lors d'un sommet à Nairobi, votre homologue burundais, le ministre burundais des Affaires étrangères. Que lui avez-vous dit au juste ? Un peu ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai notamment fait le voyage en plus avec lui de Nairobi à Madagascar. Et donc, le premier débat, c'est de dire, indépendamment du dialogue... Voilà. La première chose, c'est qu'il espère que le dialogue qui est normalement organisé par le facilitateur, l'ancien président tanzanien Mkapa, va pouvoir encore se faire avant la fin de l'année. Je lui ai dit, si le dialogue peut démarrer avant la fin de l'année avec suffisamment d'acteurs autour de la table, il ne faut pas de préconditions. Il faut vraiment accepter d'ouvrir un dialogue très large. À côté de cela, j'ai beaucoup insisté sur la réouverture le plus rapidement possible de l'espace public. On ne doit pas attendre la fin d'un dialogue politique pour faire en sorte que des médias, des journaux, des radios puissent à nouveau s'exprimer et que l'on voit la diversité du pays. Alors, il a beaucoup insisté sur l'évolution sécuritaire. C'est vrai qu'il y a une amélioration de la situation sécuritaire, mais il y a beaucoup de réfugiés qui ont dû quitter le pays. Donc ce que l'on souhaiterait, c'est que ces réfugiés puissent à un moment donné revenir parce que le pays redevient apaisé. Alors le message était à la fois très ferme de ma part, mais j'ai entendu une réponse souhaitant un dialogue dans un délai bref. J'espère que ce dialogue va intervenir. C'est ce que nous avons répété aussi au sein de la francophonie, et je crois que le message est passé très directement, tant en bilatéral qu'autour de la table hier. La Belgique a pris des sanctions contre le régime de Pierre Nkurunziza. Depuis, rien n'a vraiment changé, même si vous dites, et il le dit, que la situation sécuritaire s'est quelque peu améliorée. Depuis ces sanctions, le Burundi a quitté la Cour pénale internationale. Il y a aussi ce recensement ethnique très controversé des fonctionnaires qui a été mis en place. L'heure n'est pas forcément à une amélioration, Didier Reynders.
Je dirais qu'il faut faire la distinction. Sur le terrain, concrètement, on ne voit pas vraiment une amélioration. Il y a d'ailleurs une inquiétude que l'on répète sans arrêt. Il ne faut pas, vous parler de ce recensement, il ne faut pas remettre en cause en quoi que ce soit les accords d'Arusha. Cet équilibre qui, au sortir d'un conflit, a été trouvé entre des communautés. Si on touche à cela, et il y a des risques en la matière, on remet vraiment un très grand danger sur l'avenir du Burundi. Donc sur la situation concrète, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution très positive. Je l'ai dit aussi en matière d'espace public, de liberté individuelle, de liberté de la presse, tout simplement. Et à côté de cela, il y a une volonté. Alors j'espère que cette volonté va se vérifier, mais on vérifiera sur pièce. C'est l'idée que une concertation plus large intervienne, je l'espère dans les prochaines semaines, c'est ce qui nous est annoncé, mais on va être très vigilant, parce que le Burundi, malheureusement, ces derniers temps, s'est fortement refermé sur lui-même. Et je le répète, quand on parle d'une amélioration de la situation sécuritaire, il est évident que quand 350 000 personnes ont quitté le pays, la situation est un peu plus calme en termes de tensions politiques. Beaucoup d'opposants sont partis. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'un certain nombre de ces opposants participent à un dialogue national. C'est le débat dans toute la région. Je voudrais simplement ajouter que pour y arriver, la Belgique joue son rôle. Nous le faisons au sein de l'Union européenne. Il y a une position unanime de l'Union européenne. Mais on doit aussi convaincre les partenaires de la région. L'Union africaine, la région, les pays voisins. Moi, j'étais au Kenya avant de venir à Madagascar. Il faut vraiment convaincre un certain nombre de pays de la région de faire pression dans le même sens. Parce qu'en bout de course, si un dialogue a vraiment lieu entre toutes les composantes de la société burundaise, ce sera aux Burundais de décider. C'est à eux, évidemment, de décider de l'avenir de leur pays, mais à condition de respecter les équilibres dans la société burundaise pour ne pas retomber dans des risques de conflit comme on en a connu dans le passé. Donc l'influence forte d'un certain nombre de partenaires dans la région, de l'Union africaine, des organisations régionales, c'est un élément très très important. Didier Reynders, autre crise, celle qui secoue la République démocratique du Congo. Un nouveau Premier ministre a été nommé, il s'appelle Sami Badibanga. Il est issu de l'opposition qui a bien voulu signer l'accord politique avec le gouvernement de Joseph Kabila. Mais il y a une autre opposition qui, elle, demande toujours le départ de Joseph Kabila, avec un mouvement d'ailleurs qui a été lancé cette semaine et qui s'appelle Bye Bye Kabila. Votre point de vue sur cette crise qui perdure ou qui progresse selon vous, en tout cas qui s'arrange ? Tout d'abord, il n'est pas normal que les élections n'aient pas été organisées. C'était la responsabilité du gouvernement. On reporte, on parle du glissement, comme on l'a souvent appelé. Ce n'est pas normal. Et donc, il faut aujourd'hui que la communauté internationale se mobilise pour faire en sorte qu'on ne reporte pas à longue échéance l'élection présidentielle et les autres élections qui doivent intervenir. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu un premier pas. Sous l'égide de M. Kodjo, on a eu un premier dialogue qui a été ouvert à une partie de l'opposition, ce qui donne lieu au nouveau gouvernement. J'espère simplement que le nouveau Premier ministre va pouvoir aller plus loin et va pouvoir encore élargir ce dialogue au reste de l'opposition, à ce qu'on appelle le rassemblement, faire en sorte que Étienne Tshisekedi, par exemple, ou peut-être l'ancien gouverneur du Katanga, je pense à Moïse Katumbi, puissent participer à un dialogue plus large qui donnerait beaucoup plus de garanties sur l'avenir du pays. Ce qui nous intéresse, c'est de nouveau que des Congolais, entre eux, décident de leur avenir, de l'organisation le plus rapidement possible des élections. Et pendant la période actuelle, on est très préoccupé, évidemment, à nouveau, comme je le disais pour le Burundi, de la situation en termes d'espace public, en termes de liberté individuelle, de liberté de la presse. Il faut éviter, je l'avais dit déjà lors d'une dernière visite au Congo au printemps dernier, il y a une responsabilité individuelle de toutes les autorités, notamment en matière de sécurité. Chacun doit savoir qu'on ne peut pas utiliser de manière disproportionnée les forces de l'ordre. Comme l'opposition doit savoir qu'il ne faut pas appeler à la violence. Ce n'est pas par la violence qu'on va régler le problème. Et donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les tensions qui ont lieu se résolvent par un véritable dialogue. Je le répète, c'est de nouveau aux Congolais eux-mêmes à prendre leurs décisions. Nous sommes là pour rappeler un certain nombre d'exigences et on doit le faire en commun, l'Union européenne, l'Union africaine, sous l'égide des Nations Unies. J'ai pris la peine à Nairobi de revoir Saïd Djinnit, l'envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. On travaille ensemble avec tous les partenaires internationaux pour pousser à cette logique du dialogue. À nouveau, respecter les engagements qui avaient été pris dans le cadre d'une nouvelle constitution et trouver des solutions entre Congolais, comme ça doit être vrai ailleurs. Ce n'est pas à nous à imposer une quelconque solution. Il faut simplement faire respecter les accords qui ont été conclus dans le passé.
Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, merci à vous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes Avec à plaisir. Madagascar où se déroule le sommet de la francophonie. Merci à vous. À bientôt.